pas, parce que je n'ai personne à ma connaissance de ma famille qui a été au Lutetia. Mais il y a 10 ans, donc, j'étais à l'AFMD, à l'Association des Amis de la Fondation de la Résistance, et j'étais présidente de Paris, de la section Paris. Et je me suis donc on approchait des 70 ans de la Libération, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun livre d'histoire sur le Lutetia, sur l'histoire du Lutetia. Il y avait quelques articles à droite à gauche, mais jamais. Aucun historien n'avait fait sa thèse sur le Lutetia. Il n'y avait pas de film, il y avait un petit documentaire justement avec Stéphanie, elle a fait un petit documentaire, mais pas il y a 10 ans, hein. C'était l'année dernière, de 6 minutes pour France 24, auquel j'ai participé. Mais j'étais quand même très stupéfaite que rien n'ait été fait sur le Lutetia, alors que c'est un moment, tout le monde sait ce que c'est que le Lutetia. Tout le monde. Hein, tout le monde en a entendu parler, mais pour raconter comment ça s'est fait, comment ça a été organisé, comment ça s'est mis en place, qui a eu l'initiative de faire le Lutetia, tout ça, il n'existe rien vraiment de véritablement descriptif, historique sur le sujet. Alors donc, avec la FMD, on a décidé de faire une exposition avec des panneaux. Donc tout ça, c'était il y a 10 ans. Et l'exposition tourne toujours parce que la semaine prochaine, elle est au lycée Montaigne à Paris. Et moi, je vais aller demain, je vais aller dans une classe pour parler donc, de l'Lutetia avec les jeunes, en liaison avec le concours de la résistance, là, qui est pour le rapatriement de la Shoah, cette année, le concours national de la résistance. T'as entendu, Yves? Oui. Donc voilà, moi je ne savais pas, donc tout ça c'est grâce à Linked que ça se met en place. Donc il fallait trouver les archives, il fallait trouver des témoins, il fallait trouver de l'argent aussi pour organiser tout ça, et il fallait le mettre en marche. Alors, je dois dire qu'il y a énormément d'archives. Et ça, c'est quand même très étonnant qu'elles ne soient pas exploitées. Alors, les 2 centres principaux d'archives, je vous le donne parce que je crois qu'il y a des historiens ici. Non? Des profs? Hein? Ouais? Oui? Plein d'historiens. Bon, donc, vous savez de quoi je parle quand je vous parle des archives. C'est fondamental parce que c'est pas la peine de faire l'histoire si on ne se réfère pas aux archives. Donc, vous avez 2 endroits principaux. Vous avez à Caen, au service historique de la Défense, donc vous avez énormément de cartons avec toutes les listes déportées, toutes les arrivées. Et donc vous allez en voir ici. Et c'est des livres des listes qui parfois se recoupent, mais ça ne fait rien. Vous avez tous les dossiers de déportés qui ont été remplis à leur retour. Vous avez beaucoup d'informations à Caen. Hein, c'est pas difficile d'y aller. Vous écrivez le service historique de la Défense et c'est très bien. Et le 2e centre, c'est les archives nationales. Alors là aussi, vous avez énormément de documents. Par exemple, les papiers qui étaient remplis par les déportés avec les militaires, les interrogatoires d'identité. Parce que, comme vous voyez, ça s'appelle Centre d'accueil et de contrôle. Donc, ça veut dire qu'il fallait savoir si c'était bien des déportés qui revenaient, si ce n'était pas des SS qui profitaient pour se cacher et pour venir en France. Donc, il fallait, comme ils sont arrivés sans aucun papier d'identité, évidemment, il fallait les identifier. Et ça, ce sont les militaires qui ont fait ça, qui étaient là au Lutetia aussi. Je vous en parle d'emblée parce que ça a été un moment très pénible pour les déportés, d'être interrogés comme s'ils étaient coupables. Vous voyez, les militaires ne se rendaient pas compte, hein, c'est la DGER, donc c'est les services secrets. Moi j'ai mon oncle qui faisait partie des services secrets, qui a été parachuté à Omaha Beach. Vous savez, on ne sait pas qu'il y avait un commando français à Omaha Beach. Donc, et je les retrouve tout au long de l'avancée des Alliés à s'occuper des déportés. C'est incroyable.
comme quoi, vous voyez, au bout d'un certain temps qu'on fait l'histoire, on arrive à avoir une vision synthétique des choses. Excusez-moi. Les archives, c'est celle de Paris ou celle de Pierrefitte? Pierrefitte. Ah oui, c'est Pierrefitte. Et donc, la question du LUTCA, c'est une question qui ne s'est pas posée d'emblée, parce que donc il y a le débarquement en juin 1944, et les Alliés donc avancent progressivement. Ils mettent 2 mois et demi pour faire 200 km. Paris est libéré en août 1945, et donc ils vont vers l'Est. Et au fur et à mesure de leur progression, ils découvrent les camps de concentration. Et c'est comme ça que progressivement, les camps se libèrent. Pendant tout le mois d'avril, à peu près jusqu'au 8 mai, vous avez des libérations de camps. Mais le souci du ministère, attendez que je lui donne le ministère, voilà, le ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, c'était les prisonniers de guerre, c'était pas du tout les déportés. Parce qu'il fallait rapatrier donc 1,5 million, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de prisonniers de guerre, donc outre-Rhin, 900 000 travailleurs civils donc dans le cadre du STO, 91 000 déportés par mesure de répression, c'est ce qu'on a appelé les déportés politiques entre guillemets, plus les juifs qui étaient aussi considérés comme déportés politiques pour les Français, 76 000 juifs. Donc, combien vont rentrer? Où est-ce qu'ils sont? Dans quel état de santé ils sont? Vous voyez, c'était plein de questions que le ministère des prisonniers de guerre devait traiter. Et donc, c'était vraiment, on était en plein brouillard, c'est le cas de le dire. C'était Nachtrunnebel, nuit au brouillard. Hein. Mais la priorité, c'était les prisonniers de guerre. Et donc, il avait été décidé d'accueillir tous les rapatriés à Orsay, la gare d'Orsay. Il y a eu une exposition, d'ailleurs, l'année dernière, je ne sais pas si vous l'avez vue, à la gare d'Orsay, qui était très bien faite. C'était une toute petite exposition, mais intéressante. Et donc, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était impossible d'accueillir les déportés à Orsay, avec tout le monde. Vous voyez? Donc, il a fallu faire vite. Et qui c'est qui s'en est occupé? Ce sont des anciens résistants. Donc, il faut savoir que l'UTCA, l'organisation du l'UTCA a été prise en main par des résistants. Ils sont tous résistants, d'anciens résistants, et en particulier des membres du COSOR, c'est-à-dire du Comité des œuvres sociales des organisations de la résistance. Ce sont des personnes très importantes parce que sous l'occupation, ils allaient dans les prisons, ils s'occupaient des prisonniers, ils faisaient le contact avec les familles, ils apportaient du linge, de la nourriture, etc. Donc déjà, ils avaient une idée de ce que c'était que de s'occuper de gens emprisonnés. Et parmi eux, il y avait énormément de femmes, il y avait beaucoup d'assistantes sociales. Moi, je pense que les assistantes sociales ont fait un travail monumental sous l'occupation. Hein. Et Bertie Albrecht, qui était une assistante sociale, les surintendantes d'usine, donc elle avait été à l'école des surintendantes, donc elle les connaissait. Donc tout ça, ça s'est organisé. Hein. Ça a commencé à partir de Lyon, hein, dans la zone non occupée, et ensuite ils sont remontés à Paris. Donc là, vous avez à gauche donc Henri Freinet, hein, donc c'est lui quand même, c'est le grand résistant hein, de combat, qui a été nommé ministre des prisonniers de guerre, et à sa droite, vous avez quelqu'un que personne ne connaît, et ça, je trouve ça quand même stupéfiant, c'est André Weil, parce que c'est lui qui a pris l'initiative, avec 2 autres camarades, Bloch Mascar et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, bon, d'aller voir De Gaulle, et de dire, en général, on a besoin d'un endroit pour accueillir les déportés, parce qu'il s'était retrouvé avec De Gaulle à la gare pour accueillir un train, et puis quand il a vu dans quel état ils arrivaient, il dit c'est pas possible, on ne peut pas les mettre à Orsay. Et donc, De Gaulle, il y avait tous les hôtels étaient
été réquisitionnés par les Alliés, les grands hôtels, il ne restait plus que le Lutetia. Mais merveille, parce que le Lutetia, c'est 300 chambres, 7 étages. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi loger pas mal de monde. Et en plus de ça, autour, il y avait d'autres hôtels qui ont été réquisitionnés parce que très vite, le Lutetia s'est révélé insuffisant. Donc André Weil, lui, qui a été donc trésorier de témoignages chrétiens, ça c'est important. Donc, André Weil est juif, mais il a travaillé avec témoignages chrétiens. Vous avez tout un courant en témoignages chrétiens. Ce sont eux qui ont fait un numéro spécial sur l'antisémitisme, sur l'occupation. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est quand même très important. Et donc, il y avait des liens donc, entre les chrétiens de gauche, on va les appeler comme ça, et puis les résistants. Hein. Et ensuite, il est un des cofondateurs donc, du COSOR, hein, et depuis 1941, il a été arrêté, ensuite libéré, enfin je veux dire, il a été... ils sont venus, ses camarades sont venus comment on appelle ça, tu sais, l'enlever, enfin l'évader. Il a été évadé et ensuite il a continué son travail à Paris. Donc ça, c'est les deux qui sont... Et alors, donc, malheureusement, on ne voit pas ce qu'il y a de marqué. Ce sont parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu faire énormément de négociations avec les Américains parce que c'est le CHIVE, c'est-à-dire les Américains qui s'occupent de tous les rapatriements. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas que 2 millions de Français à rapatrier. Il y avait, dans tous les pays, il y avait énormément de gens qui avaient été déplacés. Hein. Donc c'est les Américains, et en France, vous avez le comité de rapatriement donc, qui discute avec les Américains pour savoir est-ce qu'on va mettre des avions pour les prisonniers de guerre ou pour les déportés. Comment est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il fait quand ils arrivent en train à la frontière, est-ce qu'il va y avoir un centre pour les accueillir, comment ils vont arriver jusqu'à Paris ou jusqu'à Lyon, vous voyez, et ça c'est le côté américain. Mais vous avez aussi le côté russe, parce qu'il y a deux fronts, hein. Et il y a le front de l'Ouest et le front de l'Est. Vous avez les Russes qui avancent et, à l'Est, et ce sont les Russes qui ont libéré Auschwitz, hein. Donc, eux, ils ont leur propre règlement, hein, et ceux qui ont été libérés par les Russes, ils sont passés par Odessa, et ils sont arrivés en bateau à Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la complexité du rapatriement, mais il a fallu rapatrier 2 millions de personnes en 5 mois. C'est énorme, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Donc tout se fait dans la précipitation, forcément. Je veux dire, on n'a pas le temps de concevoir. Alors il y avait des grandes notes qui avaient été rédigées par les fonctionnaires, vous savez, qui adorent faire des notes, mais en fait ils sont dépassés par les événements, et heureusement qu'ils ont le sens de l'initiative. Alors, ici c'est la note de service, vous voyez, donc ils avaient mis... Le centre d'attente doit être isolé du centre d'hébergement de façon à ce que ce dernier ne soit pas contaminé, parce qu'évidemment, ils arrivaient avec des poux, des maladies et tout ça. Le centre de formalité comprend uniquement les formalités fixes, enfin, vous vous rendez compte un peu. Ensuite, le centre d'hébergement ne doit contenir en principe que des chambres pour déportés politiques ayant passé aux douches et aux épouillages. Ça, c'est la note de 26, installation à l'hôtel Lutetia. Bon, évidemment, tout ça, ça a volé en éclats, hein, parce que quand vous avez 2000 déportés qui arrivent en une journée, hein, vous êtes obligé quand même de faire beaucoup plus rapidement. Alors, donc, l'équipe d'encadrement, parce que c'est très important, et on ne les connaît pas, il faut les connaître. Vous avez Marcel Bidot. Là, ça a été fait après la guerre, parce que je n'ai pas trouvé sa photo. C'est quand même incroyable, hein, sur Internet. Bidot, c'était la sœur de Georges Bidot, donc le ministre comment on appelait ça, Affaires étrangères, non, on appelait ça comment à l'époque, ouais, Affaires étrangères. Mais elle, c'est une des grandes militantes du mouvement Combat et la secrétaire générale du COSOR. Donc c'est
l'esprit organisateur de toute l'aide aux prisonniers. Vous avez Sabine Zlatine, la dame d'Isieux, hein, qui n'a pas été arrêtée à Isieux parce qu'il se trouve qu'elle n'était pas là le jour où la Gestapo a débarqué pour arrêter tous les enfants qui étaient là. Et donc, évidemment, elle est venue à Paris et elle a été la chef hôtelière du Lutetia. Et je peux vous dire que ce n'est pas un mince travail, parce que quand il fallait donner à manger à 2000 personnes, il fallait organiser. Et n'oubliez pas qu'on a eu une période de rationnement. Donc il fallait aller chercher la nourriture tous les matins, réquisitionner la nourriture, etc. Donc il fallait qu'il y ait évidemment des aides, elle n'allait pas faire ça toute seule. Donc au fourneau, vous voyez, c'est un énorme travail, la nourriture. Vous avez Denise Mantoux, qui elle aussi, c'est une femme, une résistante très importante, qui a organisé donc, avec Bertie Albrecht, le service social d'aide aux familles. Ça, il faudrait qu'il y ait des gens qui fassent des thèses sur elle, parce que quand même, on connaît que Bertie Albrecht, c'est pas normal. Je veux dire, elle n'était pas toute seule, Bertie Albrecht, c'est tout un ensemble. Vous aviez aussi des assistantes sociales, dont je vous parlais tout à l'heure, et ça c'est très important, Annette Monod, qui avait déjà tout un passé derrière elle. C'est grâce à elle qu'il y a des listes d'internés à Drancy qui ont été sauvegardées dans des valises et elle les a apportées. Je vous signale, il y a une biographie qui a été faite sur Annette Monod. Ce sont des femmes tout à fait remarquables. Hein. Alors là, c'est la note de service. Alors vous voyez, je veux dire, pour avoir des documents, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'ils sont dispersés à droite à gauche. Et ça, c'est un document qui vient de la maison des yeux, grâce à Sabine Zlatine. Parce que vous voyez ici, hôtellerie, chef de service, capitaine Zlatine, avec les lieutenants. Mais vous avez toutes les responsabilités, mais ça change aussi. Hein, et les dames de l'équipe d'encadrement ne sont pas mentionnées sur cette note de service-là. Alors ici, vous voyez, c'est le petit badge d'Annette Monod. Hein, chaque personne de l'encadrement avec un petit badge comme ça. Alors, il faut savoir qu'elles n'étaient pas les seules. Hein. Vous avez donc les infirmières. Chaque soir, à la fin du service de Gaulle, envoyait des voitures pour aller chercher les infirmières qui venaient travailler gratuitement au Lutetia. Tout le monde est bénévole. Ça, il faut le savoir. Hein. Vous avez donc les scouts. Les scouts, vous avez les scouts unionistes, les scouts juifs, les scouts protestants. Et par exemple, notre ancien ministre Rocard, il avait 15 ans à l'époque et il a été scout. Et il était là au Lutetia et il racontait, les scouts allaient chercher les déportés à la gare. Donc ils arrivaient en bus, hein, et il les aidait à marcher. Hein. Vous aviez aussi toutes les personnes qui s'occupaient de téléphoner aux familles pour leur dire, voilà, telle personne est arrivée ici et elle est au Lutetia. Comment est-ce qu'on s'organise pour que soit elle rentre chez elle, soit elle se repose, parce que les chambres, il y en avait qui ne pouvaient plus du tout marcher. Hein. Donc il fallait qu'ils se reposent. Vous avez aussi toute l'organisation pour trouver des vêtements. Parce qu'ils arrivent avec rien, enfin je veux dire, avec leur horrible... ouais. Ils n'ont rien, pas de maillot de corps, de slip, tout ce que vous voulez. Hein. Donc il fallait des vêtements, donc il y a toute une liste de vêtements. Il fallait un petit pécule, prendre le métro par exemple, on leur donne donc un papier pour prendre le métro gratis,
un peu de nourriture. Bon, il y avait ceux qui habitaient à Paris, donc c'était beaucoup plus simple, mais vous avez ceux qui habitaient en province, donc il fallait qu'ils arrivent en train. Moi, par exemple, je suis encore une sec. Notre médecin de famille a été déporté. Je l'ai connu, et quand j'ai grandi en Normandie, hein, à Pont-l'Évêque. Et donc, quand il est arrivé directement à Lisieux, parce qu'il y avait la gare, et après on allait les chercher à Lisieux. Hein. Et ma mère m'a raconté qu'il était méconnaissable quand il est arrivé. Ah, vous savez, hein, pourquoi on fait de l'histoire? Parce que votre mère vous a raconté que le médecin de famille était méconnaissable quand il est revenu de déportation et que c'était insupportable et qu'il y a dû y avoir une culpabilité énorme, j'imagine, et qu'on n'en parlait pratiquement pas. Et donc moi, il a fallu que je fasse tout le travail d'élaboration de cette période que je n'ai connue que par le biais de ma mère, en fait, parce que je suis l'aînée. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont... Parce qu'en Normandie, ils ont connu aussi le débarquement, les destructions, etc. Donc il y a tout ça qu'on a en héritage. Vous voyez, hein, Yves, tu dois savoir ça aussi. Hein, pourquoi on fait de l'histoire? Pourquoi on travaille sur la déportation? Hein, c'est parce qu'on a reçu ça. De nos grands-parents, de mon père, ma mère, etc. Bref, donc, il y a le retour. Donc, il faut tout organiser, tout ça. Voilà. Et les premiers arrivés, alors ici, vous avez les premiers, tout le gratin de la résistance. Ça, c'est Buchenwald, c'est la première, ça a été libéré le 11 avril. Le 11 avril, vous savez qu'il y avait une organisation de résistance à l'intérieur de Buchenwald et ils sont presque auto-libérés, si je puis dire. C'est extraordinaire ce qui s'est passé à Buchenwald, vraiment, quand on voit les récits des gens. Et pourquoi? Parce que vous avez vraiment tous les cadors de la résistance qui étaient à Buchenwald. Et là, il y a un avion qui a été affrété spécialement pour les faire rentrer. Hein. Donc vous avez Marcel Paul, Henri Manès, hein, qui va devenir ministre, au premier plan, matricule sur la veste. Voilà, Henri Manès, Marcel Paul à l'arrière-plan. Vous avez Julien Quint, qui était le directeur de la Bibliothèque nationale, qui a été arrêté, et à la place, ils ont mis, comment il s'appelle, celui qui a été arrêté avec le fichier. En fait, c'est une femme qui l'a arrêté, c'est André Jacob. J'ai travaillé sur André Jacob. J'ai même fait mettre une plaque en face de la Bibliothèque nationale, parce que c'était chef du réseau de Naples à la fin de la guerre. Comme tous les chefs avaient été arrêtés, il ne restait plus que des femmes. Et donc, avec sa compagne qui s'appelle Evelyne Garnier, donc elles ont libéré la Bibliothèque nationale et arrêté celui qui avait été nommé à la place de Julien Quint. Son nom me reviendra. Hein. Et vous aviez donc Alfred Simoulard, Jean Gréretti. Donc, ce que vous voyez ici, c'est assez exceptionnel parce que c'est le premier retour. Et donc, vous avez l'armée, les militaires qui leur rendent les honneurs. Ils arrivent donc à Villacoublay, mais on ne peut pas rapatrier 90 000 déportés par avion en rendant les honneurs, vous imaginez bien. C'est absolument exceptionnel. Mais parmi eux, alors là, j'ai la liste des premiers, des gens qui étaient dans l'avion. Il y a des généraux, des professeurs d'université, ici, vous voyez, le 18 avril 1945. Donc, vous avez Raisonnable, Gilibert, Bayou.
c'est des gens que j'ai étudiés. Docteur Galessa, on va en parler tout à l'heure. Vous avez Richer, des professeurs Mazot, Richer, tout ça, c'est des gens qui vont étudier après la santé des déportés. C'est des gens très importants. Hein. Vous avez le général Schall et son fils, le colonel Heurtaud, c'est du réseau, le tout premier réseau, Albert Forcina. Donc vous voyez, général Audibert, des députés du Nord, député de Rouen, André Marie. Voilà, donc c'est quand même... ils arrivent le 18 avril, mais le lycée, il n'est toujours pas ouvert. Donc il faut accélérer l'organisation. Hein. Donc parmi eux, vous avez le docteur Toussaint Gallet, donc, qui était à Buchenwald, et qui est nommé par De Gaulle médecin-chef de l'UTSA. Donc 5 jours après son arrivée, il est déjà sur le pont en train de mettre en place le service sanitaire au Lutetia. Donc, si vous allez sur Wikipédia, on a fait sa biographie. Lui aussi, Gallet, c'est un résistant, c'est un type remarquable. Hein. Alors ici, donc je parle de la visite médicale, hein, mais parce qu'on ne commence pas par la visite médicale, on commence par là, ils sont aspergés de DTT, hein, évidemment, quand ils arrivent. Donc, la visite médicale, vous vous rendez compte que ce n'est pas approfondi. Hein. Donc, c'est hyper rapide, mais enfin, quand même, il s'agit de voir quelles sont les personnes qui sont vraiment en très mauvais état et qu'on doit envoyer à l'hôpital. Ceux qui sont encore bien, vous voyez, il y a une espèce de... Et là, on va... Ça, c'est la fiche de la mère de Catherine Breton, avec qui j'ai fait l'exposition. Donc, vous avez son nom, son adresse, et puis normalement, il y a l'autre côté qu'on ne voit pas, c'est l'état bon, moyen, mauvais. Vous voyez, vous avez uniquement ces trois choses à mettre. Tiens, il va falloir que je mette les deux côtés de la fiche. Donc là, j'ai mis la note de service. Ah oui, c'est à propos de Gallet. Ah oui, alors là, c'est encore une note 28 avril. Donc vous voyez, c'est l'ouverture. Hein. Donc, note de service 27, voilà. Donc on nomme le commandant, et ça, le point de vue médical par le docteur Gallet. Hein. Donc, rôle du centre, etc. Hein. Je vous passe tous les détails administratifs. Et là, il y a une autre note de service qui... ah oui, parce que donc les laissez-passer, donc l'autorisation des papiers à proximité d'un bloc identité, une équipe destinée à relever la liste des déportés politiques rapatriés, liste demandée par le général de Gaulle. Parce que de Gaulle, évidemment, sa nièce, Geneviève, avait été déportée à Ravensbrück. Et elle, ensuite, elle avait été en Suisse, où elle a organisé toute une série de conférences pour que ses compagnes puissent arriver ensuite et être prises en charge dans des chalets, dans des maisons. Ça a été très important, ce passage en Suisse, parce que ça a été un sas de respiration, de remise sur pied. Alors donc, 26 avril, donc vous voyez, donc ouverture de l'hôtel Lutetia. Dès le 29 et le 30, plus de 800 survivants des camps de Neckar, de Buchenwald, d'Ora ou Bergen-Belsen qui arrivent de Longuillon. Donc, mois de mai, entre le 20 et le 1er juin, un seuil de 500 rapatriés. C'est énorme, vous vous rendez compte un peu? Donc, les 7 étages, vous avez le premier étage, l'administration, le deuxième étage sanitaire, troisième étage, les femmes, le quatrième étage, les hommes, et à chaque étage, vous avez une infirmière et une assistante sociale qui est là pour venir en aide
24 heures sur 24 pour les déportés, enfin les rapatriés, les revenants, comme on disait alors. Et donc, c'est les 3-8. Hein. Et alors là, voilà une autre Mauthausen. Mauthausen, c'est beaucoup plus loin, hein, c'est en Autriche. Hein. Donc vous avez les listes comme ça, c'est des listes que j'ai trouvées là, aux archives à Caen, au service historique de la Défense. Hein. Donc, dimanche 29 avril. Hein. Donc ça, ce sont les femmes, c'est une liste de femmes. Là, c'est 30 avril, c'est des femmes encore, hein, qui viennent de Mauthausen. Vous voyez, elles viennent de tous les coins, Poitiers, Arras, Dieppe, Bordeaux, Bagneux, vous voyez, Grande-sur-Mer, donc c'est vraiment de toute la France. Hein. Alors, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a eu si peu d'articles de journaux sur le Lutetia? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun film, aucun documentaire? Pourquoi est-ce que la télé n'est pas venue? Pour faire un petit reportage. Vous voyez, déjà, pour les gens, pour dire, voilà, ils arrivent. Ça a été la grande question que je me suis posée. Hein. Et ça, c'est là, dans le journal Libre, hein, donc c'était le journal de la Résistance, et il a appelé le Palace des Bagnards. Et ça, les dessins étant faits, il n'y avait qu'un dessinateur. Moi, j'ai trouvé un autre article, mais c'est pratiquement le même auteur, vous voyez, le même dessinateur, vous voyez. Donc, et le journaliste, il s'appelle Abel Herman. Non, attendez, comment il s'appelle? Où est-ce qu'il a son nom? Allez, j'ai pas mis. Ah, c'est Armorin. Voilà. Donc, il n'y a que quelques articles, mais vraiment très, très peu. Donc, c'est très difficile, vraiment. Alors, il y a des photos. Alors, c'est toujours le même, hein, c'est l'équipe de l'AFP. Alors, l'AFP, n'oubliez pas que ça a été fondé par des résistants, également. Hein. Et là, vous avez les jeunes, donc ce sont des jeunes. Ils se tiennent debout encore, vous voyez, parce que le problème, je crois, pour expliquer pourquoi il n'y a pas eu de photographes ni de reportages, c'est que c'était insupportable de les voir. C'était insupportable. Et donc ici, vous avez l'équipe, ce sont les femmes dont je vous ai parlé, ça c'est l'équipe, ici, là-bas. Mais je n'arrive pas vraiment à les identifier tout à fait, parce que j'ai très peu de photos qui permettent de les voir. Et ça, je crois que c'est Denis Mantoux, ça je crois que c'est Marcel Bidot, et vous voyez, et là c'est des jeunes hommes, donc, ils sont bronzés, donc apparemment ils ont dû coucher dehors, enfin je veux dire, ils ont dû travailler dehors, vous voyez. Ça c'est des rares photos qu'on a. Et là aussi, alors, ces photos-là, je ne les avais pas quand j'ai fait l'exposition il y a 10 ans, parce que ça sort progressivement. Hein. Vous voyez, le mémorial de la Shoah, ça vient du mémorial de la Shoah. Et ça vient de American Jewish Joint. Donc là, je ne connaissais pas du tout cette photo. Donc c'est l'hôtellerie. Hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que les garçons mangent ensemble et les femmes ensemble. C'est marrant, je ne savais pas qu'ils différenciaient comme ça les gens pour les faire manger. À moins que les retours se faisaient, enfin les femmes, je ne sais pas d'où elles viennent, si c'est de Ravensbrück ou de Bergen-Belsen, les femmes qui sont là. Vous voyez, il y a encore plein de choses à étudier. Hein. Je suis loin d'avoir fait le tour. Je veux dire, c'est quand même passionnant. Hein. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le Lutetia. Si vous êtes entré dedans, on peut le rentrer. Hein.
Mais je peux dire, c'est pas donné le café. Hein. Et ça, c'est la grande salle avec la cheminée qui est là. Ah, maintenant, attention, ça a changé déjà 2 fois de propriétaire hein, depuis que je travaille dessus. Alors, donc, tout ça, je ne parle que de l'organisation. Hein. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, Libre, donc c'est le journal, l'organe du mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Donc, chaque jour, vous auriez des listes entières, vous voyez, libérés de Buchenwald, nouvelle liste de libérés de l'ICAR, liste des prisonniers Auschwitz-Birkenau, nouvelle du camp d'Auschwitz, françaises déportées, libérées de Buchenwald, etc. Donc, et chaque jour, à la radio, vous aviez les gens qui disaient, voilà, un tel est rentré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les familles se précipitent au Lutetia, évidemment. Vous voyez, ça, c'est l'enseignement aux familles. Donc, ils arrivent avec des photos. Est-ce que vous avez vu mon mari? Est-ce que vous avez vu mon fils, ma fille, etc. Donc, imaginez, vous connaissez le Lutetia un peu, l'avenue, la grande avenue qui est sur le côté de Raspail, voilà, boulevard Raspail. Et au milieu, il y a un terre-plein. Hein? Et on était au moment des élections aussi, donc il y avait des panneaux, donc ils avaient pris les panneaux pour mettre les photos, pour accrocher les photos. Et puis ils avaient mis des panneaux aussi à l'intérieur. Donc vous arrivez en bus, hein, avec les scouts et tout ça. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les familles qui sont là dans l'angoisse, avec les photos, et qui crient, et tous les témoignages vous disent ça. C'était insupportable, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Vous n'allez pas leur dire, oh, bah, c'est pas la peine, il est mort, c'est pas possible. Donc, vous voyez un peu comment cette angoisse, elle pouvait à la fois de la part des familles et de la part des déportés, c'était le silence. Enfin, moi, j'ai d'autres témoignages à l'arrivée du train en gare, par exemple. Silence total. En les voyant descendre du train. Les gens sont sidérés. Vous voyez, tout ça, cette expérience-là, tous les témoignages, ce que vous lisez, j'ai donné quelques témoignages dans le livre, mais c'est bouleversant quand même, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi-même qui n'ai même pas vécu, dans quel état je suis, alors vous voyez un peu, pour ceux qui l'ont vécu, ça doit être terrible. Donc là, par exemple, ce qu'ils voient, ceux qui l'ont vécu. Ça, c'est l'arrivée en bus. Ils arrivaient dans toutes les gares à Paris ou dans... Surtout gare de l'Est, gare du Nord, ouais. Vous voyez? Alors, Gréco, Juliette Gréco, sa mère et sa sœur avaient été déportées. Et donc, elle témoigne, elle a dit quelque chose, je l'ai trouvé extraordinaire. Elle dit, ce lieu, il est sacré. Il m'a rendu ce que j'avais de plus cher. J'ai retrouvé ma mère et ma sœur rescapées des camps de concentration. C'est à la fois le bonheur et la matérialisation du malheur. Voir tous ces visages qui, comme moi, cherchaient les leurs, on venait tous les jours dans l'espoir de retrouver nos proches. Et cette odeur, c'était celle fade de la mort. Ils la portaient tous dans leurs robes rayées, sans rien en dessous. C'était très étrange, bouleversant et anormal. Une approche tellement profonde de l'horreur que ça en est poétique.
Vous voyez, alors ça, c'est toutes les photos qui étaient accrochées avec les deux mondes, avec les noms. C'est des photos de gens qui sont arrivés ou de Non, gens qui recherchés? sont recherchés. Vous en avez, alors là, attendez, ça c'est les enfants. Ça c'est une photo que j'ai trouvée après avoir fait l'expo, que m'a donné un ami qui est au mémorial de Falaise en Normandie. Et lui, il a une collection extraordinaire, c'est lui qui me l'a envoyé. Donc c'est dans le journal Votre ami, vous voyez les petites filles. Comment vous pouvez reconnaître une petite fille 3, 4 ans, 5 ans après. Vous voyez? Et alors, il faut dire que là, je ne vous en ai pas encore parlé, mais vous avez le service central des déportés israélites, c'est-à-dire que vous avez des initiatives de résistants. Et là, vous avez des résistants juifs qui ont pris l'initiative de faire un service central pour accueillir les déportés. Ça a été fondé en octobre 1944 par André Amar et sa femme Jacqueline Ménil-Amar. Parce que André Amar, il fait partie des gens de l'organisation juive de combat qui a été arrêtée par la Gestapo de la famille en juillet 1944. C'est comme ça que j'ai découvert, moi, André Amar. Et torturé, etc., envoyé à Drancy et mis dans le dernier wagon le 17 juillet 1944, en direction Allemagne. Or, ils ont réussi à s'échapper du wagon parce qu'il y avait de la résistance juive encore à Drancy. Ils leur ont donné un morceau de pain avec une lime à l'intérieur et ils ont réussi à s'évader. Il y avait Bloch, le constructeur d'avion, Dassault, qui était dans ce wagon-là. Ils étaient une cinquantaine. Donc Dassault, enfin, il s'appelait Bloch là. Et donc la moitié s'est évadée et il est arrivé, André, tout hirsute, etc., quasiment un jour après la libération de Paris. Donc il a raconté à sa femme ce qui s'est passé, et c'est comme ça qu'ils ont décidé de fonder le service central des déportés israélites, parce que la banque à Mars, ils avaient une banque, elle a été arianisée, c'est-à-dire volée par les pétinistes. Hein, et donc là, ils ont récupéré les locaux et c'est là qu'ils ont commencé à faire leur service. Et ils ont édité le premier bulletin au mois de novembre 1944, en rassemblant le maximum d'informations. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, novembre 1944, qui a été déporté, où est-ce qu'ils ont été déportés, c'était pas facile à faire. Mais chaque mois, il publiait un numéro. Et donc, dans celui du mois de juillet 1945, Jacqueline Ménil-Amar, qui est une femme extraordinaire, qui a une plume d'une beauté. Moi, je vous conseille de lire son livre. Elle a fait Nous ne dormions pas. Comment ça s'appelle? Je vous conseille de le lire. Elle dit, il suffit de parcourir les couloirs du Lutetia pour voir 5 ou 6 anciens rayés, au crâne rasé, encore pâles et exténués, qui circulent devant une immense galerie de photographies. Des centaines et des centaines de photos accrochées au mur. Tous ces visages d'absents, perdus dans l'immense tourmente, regardent de leurs yeux de jadis, de leurs yeux gais d'avant, avec le sourire de la vie et de la jeunesse, photos de mariage ou de vacances, qui regardent de leurs pauvres yeux de papier, si on va les reconnaître, si on les a vus une fois, si on va dire ce que l'on sait d'eux, dernier espoir. Et c'est le symbole de cette guerre, ces rangées de photos de disparus devant lesquelles circulent quelques survivants. Donc je pense que tous ces textes ont été mis en ligne sur Internet, que vous pouvez le retrouver, je crois au mémorial de la Shoah.
ça a été mis en ligne, hein, je crois. Hein. Moi, j'ai les exemplaires parce que je suis allée voir leur fille qui m'a donné des archives. Alors ça, je suis très fière d'avoir toutes ces archives. Mais au mémorial aussi, ils en ont. Alors, parmi, évidemment, les gens, l'attente, on est toujours dans l'attente. Hein. Donc ça, c'est une amie, c'est Monette Vaquin qui m'a donné cette photo. C'était le frère de sa mère, donc, qui a été arrêté avec son épouse et la petite Monette. Et c'est comme ça que Monette a été appelée Monette. C'était en souvenir de la petite Monica. Vous voyez comment se transmet le drame. Et Monette est devenue psychanalyste, évidemment. Ils sont encore rentrés, hein, bien sûr. Alors voilà, appel aux hommes libres. Alors là aussi, ça c'est super. Notre tâche n'est pas finie. Hein. Donc, 15 avril. Donc, tout début. Hein, même le centre n'était pas encore ouvert. Hein. C'est quand même remarquable. Et il a fait un énorme travail juridique également. Donc c'était important parce que quand les Juifs rentraient, vous savez bien que la plupart du temps, leur maison avait été spoliée. Donc ils n'avaient même plus d'appartement. Les meubles, je n'en parle pas, vidés, etc. Donc ça a été quand même très très difficile. Donc ce travail juridique est fondamental. Et ils y ont pensé, parce que quand on rentre, on pense d'abord à se retrouver un peu les pieds, les yeux en face des trous, et, voyez, et eux, déjà, ils avaient pensé à tout ça. Et alors, Simone Veil, qui dit qu'elle a été, le camp de Bergen-Belsen, donc elle était à Auschwitz, à Birkenau, donc il y a eu le grand... Ils ont été envoyés à Bergen-Belsen. Sa mère est morte à l'arrivée de Bergen-Belsen d'épuisement. Donc le 17 avril, le camp est découvert. Hein, et elles arrivent en France le 18 ou 25 mai. Donc vous comptez le temps que ça a pris pour les rapatrier. Évidemment, elle dit, nous avons eu le sentiment que nos vies ne comptaient pas, alors que pourtant, il y avait déjà si peu de survivants. C'est 3000 sur 75 000. 5%. Elle dit, ce que j'ai le plus apprécié en arrivant en Lutetia, c'est le DTT. C'est rigolo, hein, parce que quand même, le DTT, on ne peut pas dire que ce soit vraiment écologique. Hein. On ne connaissait pas, c'était nouveau, c'était la guerre. Mais de dire qu'on était débarrassé des poux, c'était effrayant, on était dévorés, on ne pouvait rien faire. D'ailleurs, il n'y avait aucun moyen de se laver, il n'y avait plus d'eau. Ça, c'est Anna Viviorca qui a fait un bouquin, ça a été réédité, je crois, son Génocide et déportation et génocide. Et au mémorial de la Shoah, il y a un très long entretien de Simone Veil. Il y en a un aussi de Odette Abadi, qui était à Birkenau, c'était une femme extraordinaire, Odette Abadi, médecin à Nice, qui a sauvé les enfants avec donc le réseau Abadi. Quand on étudie cette époque, on rencontre des gens extraordinaires, je peux vous le dire. Et ce qu'elle disait aussi, Odette, dans son bouquin Terre de détresse, c'est que ces événements-là, ça révèle les gens. Soit ça vous écrase, soit ça vous révèle. Voilà, la carte de Simone Veil que j'ai découvert à Caen, au service historique de la Défense, qui n'est pas du tout connu, hein. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu comme elle est belle?
Cette carte, elle a été faite où? À la Libération. C'est dans son dossier. Vous voyez, il y a une date quelque part, je crois. Ben non, il n'y a pas la carte, c'est de l'autre côté alors. Alors, autre liste aussi, vous voyez, de Mauthausen. Et là, c'est depuis que j'ai été contactée par une femme d'Espagnol, une fille d'Espagnol, de déportés espagnols. La fille de Ángel Barceló, je crois même que c'est le fils, excusez-moi. Et il avait cette photo extraordinaire donc, de ses compagnons qui a été prise à Mauthausen. Vous voyez un peu dans quel état ils sont. Hein. Et alors, évidemment, je ne vous dis pas les Espagnols, je vais en parler un petit peu plus des Espagnols, parce que c'est aussi important. Donc là, on arrive. Alors là aussi, c'est quelqu'un qui m'a contacté. C'est le fils de Françoise Meurant, ce qu'elle a écrit sur son agenda le jour du 8 mai. Donc le 8 mai, ça y est, on arrive au 8 mai. Donc en fait, le 8 mai, capitulation de l'Allemagne. Donc tous les camps sont libérés jusque fin avril. Hein? Mais vous avez un moment qui est très pénible, c'est l'arrivée des enfants de Buchenwald. Ce sont les Juifs d'Europe centrale, donc qui parlent pas français. Donc ce sont 400 enfants qui sont dirigés vers le Lutetia, qui arrivent au Lutetia. Voilà. Les enfants qui sont pris en charge par l'OSE. L'OSE, c'est une organisation qui existe depuis, qui a été fondée en oui, c'est ça, en Russie. Hein. Et ensuite, ils sont venus en France, ils ont pris en charge les enfants. Et là, par exemple, vous avez la liste des chambres attribuées aux enfants. Ça, je retrouvais ça, c'est pas mal hein, quand même. Vous voyez, avec les noms des enfants. Et vous en avez quelques-uns qui sont, donc 4e étage, hein, 450 et tout ça, ils sont logés au 4e étage. Et vous voyez quand même dans quel état ils arrivent. Hein. Là, ce sont des adolescents. Ça fait combien de temps qu'ils sont Ça a été, il y a eu plusieurs articles sur les enfants de Buchenwald. Je crois que ça a été, pour les gens, ça a été insupportable. Il y a alors un autre, quelques-uns des dossiers qu'on arrive à, des éléments d'archives qu'on peut avoir aussi, Centre Lutetia, hein, donc libéré par les Russes. Hein. Donc vous avez tout son itinéraire qui est là. Alors, les Polonais, parce qu'il n'y a pas que des Français qui sont rapatriés. Il y a les résistants polonais, parce que la résistance polonaise était importante. Moi, j'ai travaillé justement sur le réseau F2, franco-polonais F2, le réseau de renseignement, donc qui ont été arrêtés par la Gestapo de la rue de la Pompe, hein, avec Jean Desbordes. Parce que j'ai fait un bouquin sur Desbordes et Cocteau, parce que Jean Desbordes, c'était un résistant qui a été assassiné par la Gestapo de la rue de la Pompe. Et donc, vous avez tous les gens de son équipe qui ont été arrêtés. Par exemple, Catherine Dior, la sœur du couturier, faisait partie du réseau de Jean Desbordes. Vous voyez, on trouve des gens... Et alors ça, c'est la liste des Polonais, parce que vous aviez les travailleurs polonais dans les mines, dans le nord de la France et dans le Massif central. Ils ont fait de la résistance. Il y avait un lycée polonais en France, dans les Alpes. Donc, eux, le problème des Polonais, c'est que où est-ce qu'ils vont aller? Ce sont les Russes qui s'approprient la Pologne. Donc,
Ceux qui rentrent en Pologne, ils sont mis en prison. Hein, c'est simple. Hein, je veux dire, la vie des Polonais, c'est quelque chose. Hein. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'ils vont choisir? De rester en France ou bien de retourner dans leur pays. Il y en a beaucoup qui sont mariés aussi. Il y a des couples mixtes, comme on dit. Vous voyez? Donc, faut en parler parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui ont fait de la résistance en France. Oui, ici, ça, c'est les Espagnols. Alors, la vie des Espagnols, je ne vous dis pas. Hein. Donc, comment t'appelles ça? Retirada. Donc, ils arrivent en France, ils sont mis dans un camp. Ensuite, en 1939, en 1940, Pétain les livre aux Allemands. Ils sont mis à Mauthausen. Hein, et il y en a un tiers qui meurt. Non, 2 tiers qui meurent. Il y avait une solidarité formidable entre eux. Hein. Vous vous rendez compte, 41, Mauthausen, jusqu'en 45 quand même. Il faut être solide hein, pour traverser ça. Et donc là, vous avez la liste donc des Espagnols rapatriés. Donc celle de gauche, c'est le 28 août, et celle de droite, c'est le 29 mai. Donc voilà, le bilan. Donc, vous voyez, 50 000 hommes et femmes seront rapatriés au milieu de près de 2 millions de prisonniers de guerre à travers ces villes. 17 000 à 20 000 sont passés par le Lutetia, soit plus d'un rapatrié sur 3. C'est énorme. Les derniers rescapés sont accueillis le 29 et 30 août. Le 1er septembre, le centre de rapatriement ferme officiellement ses portes. Et là, c'est la note de service donc, qui dit que le centre ferme. Vous voyez, Vélodrome d'hiver, Montaigne, Michelet, Benoît-Manon, Clusama, Lutetia, Buffet de la gare d'Océanis et le mur. 29 août. Voilà. Si vous avez des questions. Les gens y restaient combien de temps en moyenne? Alors, normalement, il fallait qu'ils ne restent pas trop longtemps, c'est-à-dire 1 ou 2 jours, mais il y en a qui sont restés 15 jours. Par exemple, oui, ceux qui n'avaient pas de raison. S'il n'y avait personne qui venait les chercher, donc ils les gardaient. Ah bah oui. Et puis il y en a d'autres qui n'étaient pas assez solides pour partir. Donc vous voyez, ça dépendait en fait de l'état, de la situation. Marceline Loredan, elle est restée 15 jours. Et alors, quand le Lutetia a fermé, qu'est-ce qu'on a fait de tous ces gens-là qui étaient Lutetia? Ah bah, ils étaient déjà rentrés. Oui, ils étaient partis déjà. Parce que vous vous rendez compte, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 5 mois, 4 mois, 5 mois. Ils ne sont pas restés. Bah, chez eux, bah, si, il y avait toujours quelqu'un pour... Ouais. Oui, mais s'ils ne pouvaient pas retrouver leur appartement, parce qu'il y a des gens... Ah, il y a eu des procès, il y a eu des... Ah, ça a été terrible. Hein. Je ne sais pas si tu as étudié sur la spoliation à Paris, ça a été quand même assez considérable. Il y avait certains quartiers. Hein. Oui. Alors, le passage par le Lutetia permettait de les identifier, Ouais. de voir un peu leur état de santé, etc., de les identifier. Mais en fait, c'est une toute petite minorité de déportés qui sont Ah passés bah, c'est par... déjà pas mal, 1/3. Oui, mais les autres, comment... Ah, les autres, bah, ils arrivent... Est-ce que tu peux nous dire comment ils ont été identifiés Ah oui, mais alors, dans aux frontières, il y avait des centres qui étaient situés aux frontières. Et déjà, ils passaient par les centres. Et là, il y avait une première identification. Et donc, s'ils habitaient à Lyon, par exemple, eh ben, ils allaient en train à Lyon. Tu vois, ou en Bretagne, ils partaient directement en Bretagne. Par exemple, Marie-Jo Chombardelot, elle habitait en Bretagne, elle n'est pas restée, elle est partie tout de suite en train. Tu vois, je veux dire, il y avait... mais il pouvait y avoir une orientation à partir de Lutetia, des gens qui arrivaient. Mais ceux qui habitaient dans le nord, là, ils ne passaient pas par Paris. Ils allaient, tu vois, de l'est. Ils allaient dans le nord, directement dans le nord.
Tu vois, c'est quand même compliqué hein, de retrouver tous les trajets et tout ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, de 50 000 personnes. Hein. C'est du boulot. Hein. Est-ce que tout le monde est reparti vivant de Lutetia? Oui. Non, mais- Attends. Ah oui, j'ai oublié de vous parler. Il y a eu deux morts, je crois, au début. Parce que il y avait des maladies, évidemment, et ils ne se protégeaient pas suffisamment. Je crois qu'il y a une infirmière mais il y a, il y a un autre aspect dont je ne vais pas parler, c'est les faux déportés. Donc c'est à ça que ça servait à l'identification. Parce que pour savoir si c'était un SS, il fallait lui faire lever le bras, et là, il y avait son groupe sanguin de tatoué. Donc c'est comme ça qu'il est repéré. Et puis, il y avait aussi, il remplissait des formulaires pour identifier quelles sont les personnes qui devront faire l'objet de procès dans les personnes dans les camps qui les avaient particulièrement terrorisés. Donc il fallait rassembler des informations pour les futurs procès. Tu vois ? Parce que c'est ce qu'on voit sur les fiches de renseignement qui sont aux archives nationales. Je ne vous en ai pas mis parce que c'est écrit au crayon et on ne voit rien du tout, alors malheureusement. Mais autrement, je pourrais vous en montrer. Et on a trouvé beaucoup de faux déportés. Tous les soirs, il y avait une camionnette qui les emmenait en prison. C'est André Veil qui raconte ça. Tous les soirs, ouais. Ah, il y en avait quelques-uns, ouais. Qu'est-ce qu'ils espéraient en se déclarant déportés? Ah Ils bah, espéraient échapper à la prison. ah bah oui. Ça, c'est sûr, hein. Bah, vous voyez quand même tous les nazis qui se sont retrouvés en Amérique du Sud, hein. Il y avait tout un réseau d'évasion. C'est... Mais dans cela, est-ce qu'il y avait vraiment des responsables? Non, je pense pas. Non, ceux-là, ils s'étaient débrouillés autrement. Oui. Oui. Mon père est passé au Lutetia parce que sa famille a été arrêtée à Périgueux. Lui a balancé une valise dans les escaliers sur les SS et ses deux frères ont pu se sauver, enfin les trois ont pu se sauver. Ils ont été pris en charge par la résistance. Lui-même a fait de la résistance. Et à la fin de la guerre, il est passé au Lutetia pour voir si ses parents, parce que ses parents n'ont pas pu s'échapper, si ses parents avaient pu réchapper au camp. Et alors, quand il en parlait, parce qu'il est décédé, c'était très douloureux pour lui, justement. Il disait qu'il était allé voir, il y avait une femme qui était un peu une secrétaire, qui se limait les ongles, qui l'a regardé comme ça, et qui lui a dit de s'asseoir, et il a attendu, et voilà, ses parents ne sont pas rentrés. Mais c'est vrai, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Oui, ça serait bien. Parce que moi, j'essaye de recueillir aussi des informations. Vous voyez, quand on en parle, il y a des gens qui nous donnent des documents. Par exemple, j'ai appris récemment que Robert Badinter, il allait tous les jours avec son frère pour chercher son père au Lutetia. Vous voyez, Lui, il disait qu'on le regardait vraiment comme parce qu'il venait. Pour eux, c'était un pouilleux, quoi. Enfin, bien sûr. c'était un jeune garçon résistant, mais il avait fait tout le trajet pour arriver jusqu'à Paris depuis Limoges, quoi. Il était vraiment méprisé, quoi.
Ah oui, mais oui, on ne se rend pas compte, mais c'est effectivement. Et bon, La dignité, ça n'a pas de prix. Oui, on montre le bon côté, c'est vrai, d'avoir fait cette œuvre, mais voilà, je voulais raconter ça parce qu'il y avait aussi l'autre côté. Bien sûr. Oui, madame. Oui, nous sommes plusieurs ici à faire partie aussi d'une association qui s'appelle l'École de l'Art de Tlemcen, qui rassemble l'histoire des enfants cachés du 20e et de Paris. Et justement, nous avons eu l'occasion au fil des années d'avoir beaucoup de récits de ces enfants cachés qui ont passé beaucoup de temps, eux, puisqu'ils étaient cachés, en 1945, à venir chercher leurs parents. Et donc, ils racontent, beaucoup d'entre eux ont raconté, quelques-uns continuent à raconter, quelle était justement l'atmosphère du lycéen quand ils arrivaient. Ils étaient parfois petits, ils avaient parfois une dizaine d'années, ils n'avaient pas vu leurs parents depuis 2, 3, 4 ans parfois. Et ils ont des récits justement assez émouvants parce que c'est un regard d'enfant qu'ils ont gardé, puisque même vieux, ils ont toujours ce regard d'enfant qui ne pouvait pas avoir changé. Et cette atmosphère qui était assez aussi impressionnante pour eux, parce qu'ils se prenaient avec parfois une malheureuse photo qu'un parent leur avait donnée et demandaient à tout le monde: est-ce que vous avez vu, est-ce que vous connaissez mon papa, mon maman, tout ça. Et puis ils revenaient le lendemain, c'était la même personne, et puis au bout d'un certain temps, il ne veut plus, quoi, en fait. Et puis on a souvent écrit des récits aussi de ceux par contre qui ont été déportés et qui, eux, racontaient le retour au Lutetia, justement. Et il y a des cas de figure très différents, justement, parce que soit ils avaient des contacts encore qui venaient les chercher, soit ils n'en avaient pas. Et soit ils étaient en lien avec la résistance, soit ils étaient uniquement des déportés juifs, ce qui changeait aussi beaucoup la donne. Donc, les récits du Lutetia, en fait, sont assez variés. Tout à fait. Et il y en a même qui sont revenus, des anciens déportés, qui sont revenus au Lutetia quelques jours, quelques semaines après, pour avoir un pied-à-terre, pour se retrouver une situation à Paris ou ailleurs, parce que la réadaptation dans leur région, dans leur famille ou dans leur univers précédent ne marchait pas. Je pense par exemple à Gisèle Guillemot. Ah bah oui, je l'ai connue, Gisèle. Voilà, c'est une Normande, hein. Voilà, on la connaissait. Elle a dit des choses formidables. Et justement, nous sommes entrés. Je trouve que c'est une des rares résistantes qui raconte dans son livre son retour au Lutetia avec des détails que personne ne donne. Absolument. Dans cette impression. Je la cite tout au début, Gisèle, parce qu'elle a dit une phrase extraordinaire. Elle dit « Pourquoi le Lutetia est-il si important dans notre vécu ? Voilà. C'est que, en vérité, notre deuxième vie a commencé là, dans ce lieu. Quand nous y sommes rentrés, nous n'étions que des matricules. Nous en sortirons redevenus des citoyens. » Ah, c'est formidable, hein ? Ah, mais moi, je l'ai bien connu parce que je l'avais invitée à une rencontre et puis... donc, elle était formidable parce qu'en plus, elle était poète. Quand elle composait des poèmes, et puis elle m'a raconté qu'elle avait été pas beaucoup à l'école. Et alors, elle suivait les femmes qui étaient allées à l'école. Et c'est comme ça qu'elle a appris beaucoup de choses encore. Avec toutes justement les assistantes sociales. Elle faisait partie de ce groupe-là. Et raconte aussi des choses, je trouve, très émouvantes parce que, je pense, la violence des premières rencontres entre la gare et le Lutetia, et j'ai en mémoire le souvenir qui l'a marqué elle tout de suite, puisqu'elle en parlait tout le temps, c'est des parents qui étaient d'origine très bourgeoise, qui venaient à la recherche de leur fille, et qu'elle avait côtoyé de très près, et ils ont une photo, et demandent: avez-vous vu ma fille, la mère, tout comme ça. Et elle répond brutalement: oui, elle est morte juste la veille de notre départ. Et la maman s'évanouit. Et elle prend la mesure de la violence de ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a tellement côtoyé la mort, elle, qu'elle en parle, voilà, comme ça. Et elle dit que c'est là qu'elle a compris quand même qu'il y avait quelque chose de différent entre les gens et eux.
Tout à fait. Et je me permets de vous dire que mon éditeur, c'était un enfant caché, Gilbert Cashman. Et donc, alors lui, quand je lui ai proposé de le faire, il m'a dit oui tout de suite, forcément. Il est très... C'est merveilleux de travailler avec lui parce qu'évidemment, il est bouleversé. Ça, vous voyez, ça, c'est intéressant comme expérience humaine. Je veux dire, l'histoire, c'est d'abord ça. J'avais plusieurs petites remarques ou questions à poser. Au début de l'exposé, vous avez dit qu'environ 76 000 juifs sont revenus en France. Ah non, pas revenus. Ah, ils ont été déportés. Oui, voilà. Alors c'est moi qui ai mal compris, parce que c'est le nombre de déportés. C'est 3 000 d'accord. qui sont revenus. Voilà, 3 000, 3 500. Voilà, oui, d'accord. C'est moi qui ai mal écouté. Sinon, vous avez parlé aussi des enfants de Buchenwald. Vous connaissez, je pense, Cathy Hazan, qui a écrit toute l'histoire de l'OSE et du sauvetage des enfants. Et il y a eu une quinzaine de jours un colloque sur les orphelins de Buchenwald où elle a porté plein de documents. C'est dommage, j'étais pas là. C'était très intéressant. Ouais. Et ça avait lieu à l'hôtel de ville de Paris, à la mairie, à l'hôtel de ville. Et puis sinon, c'est une info que certains ont peut-être. J'ai eu la chance de voir avant-hier en avant-première un documentaire qui s'appelle Les Survivants. Et ça complète tout à fait votre exposé, puisqu'il s'agit des survivants de la Shoah qui venaient d'Europe de l'Est et dont on ne savait pas que faire, qui ne sont pas arrivés au Lutetia, puisqu'ils ne connaissaient pas la France, ils n'avaient aucun lien avec la France, et ils ont vécu des horreurs, puisqu'ils ont été des displaced persons, des personnes déplacées, envoyées dans des camps de personnes déplacées. Certains y ont vécu 5 ou 6 ans, ils viennent d'être libérés de l'horreur, et ils connaissent à nouveau la prison. Donc c'est un documentaire formidable qui va passer sur Arte le 27 janvier, c'est pas une date prise au hasard. Donc je le recommande à tout le monde, c'est passionnant et très prenant. Donc ça complète, là on parle ceux qui ont des attaches avec la France, et là c'est ceux qui viennent des pays de l'Est. Voilà. Puis les survivants. Il y a aussi un autre épisode, je dirais un peu dramatique, de l'histoire de Lutetia. Stéphanie nous en a parlé d'ailleurs la dernière fois, des gens qui sont rentrés, des hommes, des femmes qui étaient très proches parce que après ce qu'ils avaient connu en déportation, qui étaient ensemble et qui ont été obligés de se séparer parce que les uns retournaient dans leur famille ici, les autres là-bas. Et ces séparations étaient effectivement un moment tragique pour ces gens. Ça, il y a eu beaucoup de témoignages, j'en cite dans le livre, justement de la solitude ressentie après ces vies ensemble où ils ont affronté la mort quotidiennement, et tout d'un coup, pof, ils sont tout seuls, ils sont plus avec leurs amis. Ça a été terrible. Effectivement, tu as tout à fait raison. Odette Abadi, elle en parle justement. C'est idiot. Évidemment, j'avais préparé des trucs et je l'ai oublié. Ça, que c'est comme toujours. Justement, j'ai retrouvé un témoignage d'Odette Abadi parce que j'ai pas pu tout mettre, forcément. Mais lisez son livre, Terre de détresse. C'est un livre extraordinaire. Moi, parce qu'il y a un amour. Cette femme, elle a un amour pour les femmes avec qui elle a vécu pendant. Donc, elle a été déportée en 1944. Donc, pendant plus d'1 an, elle était médecin à Birkenau. Donc elle vivait avec des femmes de tous les pays, puisque c'était quand même c'était l'Europe avant l'heure. Et donc elle raconte la solidarité, même l'amour, et comment elle dit que cette formidable puissance d'amour a révélé justement des femmes qui autrement auraient pu être très ternes dans leur vie. Vous voyez, ça c'est important comme témoignage, je trouve. Donc lisez son livre. Vraiment, je trouve que son livre est beaucoup plus intéressant que son témoignage au mémorial de la Shoah. Excusez-moi, mais je la sens beaucoup plus libre dans son livre que dans son témoignage. Je ne sais pas si parce qu'elle était avec son mari, Abadi, là, ou pas, mais c'est drôle,
C'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Madame, vous pouvez répéter le nom du livre et le... Terre de détresse. Et, C'est à l'Harmattan, je crois. c'est écrit- Odette Abadi. Ah d'accord. Merci. Odette Abadi. A-B-A-D-I-E. En fait, c'est le nom de son mari, Abadi. Elle s'appelait, c'est un nom juif, j'ai oublié son nom, mais parce qu'elle a signé avec le nom de Odette Abadi. Elle était médecin et elle raconte des trucs sur la discrimination vis-à-vis des femmes. Médecin, c'est quand même intéressant aussi. C'était quelqu'un de remarquable, Odette Abadi, vraiment. Elle était dans le bloc des jumelles. Donc avec les médecins Auschwitz qui faisaient des expériences médicales sur les déportés, évidemment, je vous passe. Mais vraiment, vous voyez, moi c'est pour ça que je fais un livre sur l'amitié comme facteur de survie. Parce que, je veux dire, c'est désespérant quand on travaille sur la déportation. Mais quand même, je veux dire, elles ont survécu et c'est pas par hasard. Il y a bien un facteur qui permet de survivre. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse de mettre en lumière, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de traverser des temps horribles, quels sont les ressorts humains qui nous permettent de le traverser et de sortir. C'est ce qu'on dit, vous entrez dans les camps de concentration, vous en sortez comme vous en êtes entré. C'est-à-dire que ça rend ni moins bon ni moins pire. Je veux dire, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire les personnes, elles restent des personnes authentiques et lumineuses. C'est incroyable. Hein. Donc c'est vraiment le message humain qu'on peut transmettre, que moi j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Qu'on peut traverser, mais à condition, par exemple, la solidarité, l'amour, etc. Ça, c'est fondamental, parce qu'on ne s'en sort pas tout seul. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment les réseaux de solidarité. Et puis, on sait bien à quel point l'amour est important chez les femmes. Toute l'affectivité, ça vous permet de supporter. Vous voyez, donc, il faut le dire, ça. C'est quand même Et puis chez les hommes, c'était autre chose, c'était la culture. Il y avait des cours, ils donnaient des cours aux autres déportés. C'est intéressant de savoir tout ça. Je peux apporter un tout petit témoignage de ma tante qui a été déportée en juin 1944 et qui a fait 7 camps. En dernier Auschwitz, enfin Auschwitz, quand satellite d'Auschwitz aussi, qui a fait la marche de la mort, qui a fait un périple parce qu'elle n'a pas voulu attendre d'être rapatriée par Odessa, elle était pressée de rentrer. Donc elle a fait un périple rocambolesque. Finalement, je ne sais plus à quel endroit, elle a été mise quand même dans un avion, elle est arrivée au Bourget. Et elle, alors son expérience des désinfectants, elle est tout à fait négative. Elle a été choquée qu'on les asperge de désinfectants à la sortie de l'avion, au lieu de les accueillir. Pas seulement elle, hein. Ses compagnes qui arrivaient avec elle ont été choquées de ça. Ouais. Ensuite, elle est passée par le Lutetia avec une compagne de déportation d'origine allemande qui n'avait pas de famille du tout en France. Et au Lutetia, donc je n'ai pas trop de détails sur ce qui s'est passé concernant ma tante au Lutetia, mais je sais qu'on lui a donné un ticket de métro et qu'elle savait comment aller chez ma mère, sa sœur, à Paris, oui. Mais elle ne savait pas l'adresse, et pour cause d'ailleurs, parce que ma mère, elle était clandestine, donc voilà. Et donc elle est allée chez maman, elle a sonné. C'était sans doute dans la nuit. Donc maman a dit qui est-ce? Et elle a répondu c'est moi. Et maman était tellement choquée, bouleversée, qu'elle n'ouvre même pas la porte. Et donc il lui a dit ouvre-moi quand même.
Donc elles ont parlé toute la nuit et au matin elles sont allées ensemble chez une autre sœur pour dire qu'elle était rentrée. Et ensuite elle est retournée au Lutetia rechercher cette compagne de déportation allemande qui a fait un livre d'ailleurs qui est décédée maintenant, Eva Tischauer, elle a fait un livre et pour la chercher quoi. Et donc elles sont restées amies toute leur vie. Et bon, je peux apporter une petite anecdote qui n'a rien à voir avec le Lutetia, mais quand, donc à son retour de déportation, elle a été, elle a vécu chez l'un, chez l'autre, c'était un peu compliqué, y compris chez leur frère, qui entre-temps s'était marié avec une femme d'origine d'une famille de catholiques pratiquants, enfin, donc, ma famille est juive polonaise. Et donc, déjà le choc d'entendre ma tante, donc, la femme de son frère, appeler Madame Sivier, parce que pour elle, Madame Sivier, c'était sa mère. Donc, quand elle a entendu Madame Sivier, ça lui a fait un choc. Et donc, elle avait fait à manger du poisson, donc elles ont mangé leur poisson toutes les deux. Et puis, à la fin, ma tante débarrasse. Et elle dit, mais vous avez tout mangé? Et ma tante la regarde, elle lui dit, c'était pas tout pour nous. Et donc, mon autre tante lui répond, ben si, mais la tête, les arêtes, elles avaient tout mangé. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais.